toute l'actu vue du Sud, voici les titres de ce journal. Le conseil de surveillance de la SNCM a choisi son nouveau patron, Olivier Diehl. Il succède à Marc Dufour. Un changement de tête, mais aussi un changement de stratégie qui inquiète les syndicats de la compagnie. L'incinérateur de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône va-t-il devenir illégal? C'est ce que demande le rapporteur du tribunal administratif de Marseille. Il conteste 2 délibérations adoptées par la communauté urbaine en 2009. À quoi va ressembler l'école de demain? C'est l'objet d'un salon qui se tient en ce moment au Parc Chano de Marseille. Un salon avec écran géant et autres robots professeurs. Et puis, c'est parti pour le FISE, le Festival international des sports extrêmes à Montpellier. Aujourd'hui, ce sont les compétiteurs locaux qui se sont affrontés. Mais tout d'abord, cet homme, il s'appelle Olivier Diehl, il a 58 ans et il est devenu aujourd'hui le nouveau patron de la SNCM. Il doit être désigné par le conseil de surveillance, il a été désigné par le conseil de surveillance qui s'est terminé vers 19h30 ce soir. Un nouveau capitaine qui devrait donc abandonner le plan de relance porté par son prédécesseur. Pas d'achat de nouveaux navires donc, ce qui inquiète fortement les salariés de la compagnie. Ils se sont rassemblés au Parc Chano où se tenait la réunion. On écoute les représentants de la CGT suivis de l'ancien directeur général de la SNCM au micro de Marguerite Kioch. Nous attendons de la part du gouvernement et de l'État que les engagements du Premier ministre soient tenus pour l'intérêt général et la priorité nationale qui est l'emploi et la réindustrialisation du pays. Nous attendons de l'État qui prenne des positions autres que celles de Transdev, qui conduisent à abandonner la commande des navires et à arrêter des lignes et des activités pour mettre en œuvre un véritable plan social et une catastrophe économique. Le seul vœu que je peux émettre, c'est que tout soit fait pour préserver la SNCM, ses emplois, parce que je pense que cette entreprise peut avoir un réel avenir malgré les difficultés, notamment les condamnations européennes. Voilà, donc oui, je formule des vœux qui vont dans le sens d'une logique de vie pour cette entreprise. Dans l'actualité également aujourd'hui, l'incinérateur de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, à nouveau sur la sellette. Cette fois, ce n'est pas un incendie, c'est le rapporteur public du tribunal administratif de Marseille qui s'attaque au dossier. Comme pour le fini parti, l'incinérateur de Fos-sur-Mer pourrait être déclaré illégal. Rudy Dahan. C'est ce qui s'appelle jeter un pavé dans la mare. Le rapporteur public du tribunal administratif de Marseille demande l'annulation de 2 délibérations prises par MPM en 2009. 2 délibérations qui autorisent la construction de l'incinérateur de Fos-sur-Mer. Selon le rapporteur, les élus de MPM n'étaient pas suffisamment informés et leurs décisions auraient été prises en méconnaissant le domaine public. Un temps évoqué dans l'affaire Guérini, la construction de l'incinérateur n'a pas été un long fleuve tranquille. MPM a dû faire face à de nombreux recours. Un équipement qui a été en partie détruit par un incendie en novembre dernier. Maintenant qu'il est en fonctionnement, du côté de la municipalité, on ne veut pas croire à sa remise en question. Je voudrais savoir où on met les ordures de la ville de Marseille, où on met justement toutes les ordures ménagères, si il n'y a pas un incinérateur. Nous l'avons fait en respectant les règles et les lois, puisqu'il y a eu 27 procès, nous les avons tous gagnés. La lutte contre l'incinérateur est depuis le début le cheval de bataille du maire de Fos-sur-Mer, un thème qu'il avait une nouvelle fois abordé lors du congrès des maires des Bouches-du-Rhône il y a 15 jours. C'est encore une fois une communauté qui est allée construire chez le voisin ce qu'elle n'avait pas le courage politique de faire chez elle. Donc bon, et Jean-Claude Gaudin en était à l'initiative et il a usé de ses pouvoirs politiques à l'époque, puisqu'il était très proche de Nicolas Sarkozy. Une opposition qui est aujourd'hui revigorée par les recommandations du rapporteur public et la perspective de rendre l'incinérateur de Fos-sur-Mer illégal. Les femmes ont à nouveau manifesté aujourd'hui à Marseille autour de la statue du David dans le 8e arrondissement, une statue qu'elles ont symboliquement aidé à accoucher. Une vingtaine de sages-femmes a participé à cette opération pour réclamer une nouvelle fois le statut de praticien hospitalier que le ministère de la Santé leur refuse toujours. On pense que Madame Touraine a été mal conseillée, elle a dû avoir un raccourci un peu orienté du projet et on espère vraiment fortement qu'elle se replonge elle-même sur ce dossier. On espère comme ce qu'on espérait au départ, c'est-à-dire un peu plus de reconnaissance, que les gens prennent conscience effectivement qu'on ne se bat pas seulement pour nous, mais pour la santé des femmes.
Je veux vivre de mon travail et non de mon handicap. C'est le thème d'un colloque qui aura lieu à Palavas-les-Flots le 5 juin de 14h à 18h à la salle Nautilus. Des rencontres réunissant des personnalités de divers horizons qui mettront en lumière les difficultés rencontrées par les handicapés dans leurs accès à l'emploi. L'idée est évidemment de trouver des axes d'amélioration de la situation. Écoutez. Nous souhaitons apporter des témoignages à travers ce colloque, des témoignages de personnes handicapées pour montrer aux chefs d'entreprise, mais aussi à la population, qu'être handicapé n'est pas un handicap pour le travail. Au contraire, je dirais même, c'est un plus, puisque vous le savez que les personnes handicapées prennent toujours, je dirais, davantage de précautions à exécuter leurs tâches de salarié. À quoi l'école de demain va-t-elle ressembler? Avec les écrans qui envahissent nos vies, les cahiers et les stylos paraissent démodés. Le numérique impose de nouvelles approches dans l'enseignement. C'est d'ailleurs l'objet de 2 jours de démonstration au Palais des Congrès de Marseille. Reportage Ali Martiniki. Dans le cas de l'accompagnement personnalisé. Voilà à quoi pourrait ressembler l'école de demain. Des ordinateurs, des tableaux interactifs. L'avantage de l'écran, c'est que la résolution est haute définition, donc on va avoir une meilleure qualité d'image et surtout on va avoir quelque chose de très lumineux. Je dispose de 25 degrés de liberté. Et pourquoi pas un robot qui remplacerait un enseignant absent? Tout autour du monde, dans les universités et laboratoires. À la maison par exemple, les devoirs seraient faits à partir d'un ordinateur portable. Les parents, eux, n'ont qu'à bien se tenir, ils vont devoir s'y faire. Là si je mets le casque, tu fais entendre le texte. Oui. Pour nous, c'est vrai que souvent on voit plutôt les obstacles techniques, mais pour eux, très vite, ils maîtrisent l'outil et ils passent à autre chose. Pour des enfants nés dans l'ère numérique, utiliser les nouvelles technologies en classe ne pose quasiment pas de problème. Bien au contraire, c'est même un avantage pour certains. L'outil informatique leur permet aussi de dépasser la barrière des difficultés qu'ils peuvent rencontrer à l'écrit, dans la communication. Le hic dans cette histoire, c'est qu'il faut engager des réformes dans la manière d'enseigner. Cela passe par la formation des professeurs. Et ça, c'est pris en compte, puisqu'effectivement, à travers la création des SP, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, eh bien, une valence très forte sera accordée à apprendre déjà à ces étudiants comment faire cours en utilisant l'outil numérique. Le numérique s'impose peu à peu dans les écoles. En attendant, les adultes ont encore le choix. Prendre des notes avec un stylo et un cahier ou tapoter sur une tablette. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec le résumé préparé par Charlotte Palot. Ce matin, des CRS procédaient à l'évacuation de 2 grands campements de migrants situés au centre-ville de Calais. Un démantèlement des tentes et des abris de fortune a été entamé suite aux expulsions. Toutefois, vers 10h, certains migrants ont commencé à se barricader à l'intérieur d'un parking à ciel ouvert. Sur ces campements, plus de 550 personnes, érythréens, soudanais, afghans ou encore syriens, vivent en attendant de pouvoir rejoindre le Royaume-Uni. Les hausses d'impôts imputées à l'année 2013 rapportent 2 fois moins que prévu. Le gouvernement espérait retirer 30 milliards d'euros grâce aux augmentations d'impôts votées à l'automne 2012. Ce ne sera finalement que 15,6 milliards récupérés pour l'année 2013 selon la Cour des comptes. La justice examinait aujourd'hui en appel le sort des enregistrements réalisés par Patrick Buisson à l'Élysée en 2011. L'ex-conseiller avait enregistré des conversations entre Nicolas Sarkozy et ses proches avant de les diffuser sur le site d'information Atlantico. En première instance, Patrick Buisson avait affirmé que ces captations sonores s'étaient faites à son insu, résultant d'un mauvais maniement du dictaphone. Il avait été condamné à verser 10 000 euros de dommages et intérêts à l'ancien président de la République ainsi qu'à son épouse. Jean-François Copé est arrivé ce matin au siège de l'UMP, 2 jours après sa démission suite aux révélations sur les fausses factures de Big Malion. Le président de l'UMP quittera ses fonctions le 15 juin. La secrétaire générale et proche de Jean-François Copé, Michel Tabarot, a confié envisager le retour prochain de l'homme en politique. Retour à votre actualité locale. Comme chaque année, ce week-end, la Petite Reine est à l'honneur à Marseille avec la fête du vélo. Dimanche matin, certains axes seront réservés aux cyclistes. Mais au-delà de cet événement, nous avons cherché à savoir si le vélo avait vraiment sa place à Marseille. C'est un reportage de Sidonie Caneto. Chacun sa pratique du vélo. Avec le beau temps, les envies de déplacement en 2 roues se multiplient. Pas facile pourtant de se faire une place dans la circulation.
La corniche, si vous la prenez l'été, c'est très dangereux pour le vélo. On est en danger quand on fait du vélo à Marseille. Il n'y a pas assez de pistes cyclables. Et du coup, on est obligé de rouler sur les trottoirs, sur la route. Et c'est dangereux pour les piétons, pour les voitures et pour nous. Il faut faire sa place. Donc ça demande un tempérament un peu fonceur. En 2013, Marseille a reçu le clou rouillé, distinction décernée à la ville cyclable par la Fédération des usagers de bicyclettes. Des efforts sont donc nécessaires concernant l'aménagement urbain. Nous devons travailler dans le cadre des nouvelles voiries réorganisées, d'intégrer des pistes cyclables et d'intégrer des pistes cyclables sécurisées. Mais chaque kilomètre que l'on fait de plus nous rapproche de la situation idéale. Environ 100 km de pistes cyclables à Marseille, c'est peu en comparaison des autres grandes villes en France et en Europe. Les autres villes ont des données fiables parce qu'ils ont une cartographie fiable de leur aménagement. C'est pas le cas à Marseille. On n'a pas encore de cartographie fiable des aménagements. On n'est même pas capable de dire exactement combien il y a de kilomètres. Donc évidemment, c'est difficile, mais c'est sûr et certain que Marseille est la bonne dernière. C'est justement pour faire bouger les choses et promouvoir le vélo que dimanche la ville se transforme. Plus de 5000 adeptes de transport doux sont attendus pour la 9e fête du vélo. Et on part de Marseille vers Montpellier à présent avec le lancement du FIS, le Festival international des sports extrêmes. Une vingtaine de riders locaux se sont affrontés cet après-midi sur les bords du Lez pour une grande finale du FIS Agglo, que ce soit en BMX ou en roller. Reportage Céline Durchon et Audrey Delabre. La finale du FIS Agglo ouvre les hostilités. Après 4 journées de sélection dans les communes de l'agglomération, les 3 premiers de chaque catégorie des plus ou moins de 16 ans s'affrontent en BMX et en roller. Cette compétition offre la possibilité aux jeunes riders locaux de se confronter aux plus grands. En fait, le rider, c'est par lettre alphabétique. Et c'est du freestyle en fait, c'est chacun envoie ses figures à l'endroit où il veut et les juges ils notent sur une table leurs points et tout ça. Plus de 500 000 spectateurs sont attendus jusqu'à dimanche sur les rives du Lez. BMX, roller, skateboard, wakeboard ou encore mountain bike, il y en a pour tous les goûts. L'ambiance c'est sympa, la musique, les jeunes, il fait beau. Il y a une bonne ambiance quand même, pour la musique, on voit plein de gens, puis c'est des sports qu'on voit pas tous les jours aussi, donc c'est vrai que c'est assez spectaculaire parfois. Donc c'est ouais, il y a des trucs qui sont vachement impressionnants, du coup c'est intéressant à regarder. Ouais. Déjà les sports alternatifs, je pense que c'est une bonne initiative, c'est super bien représenté au FIS. Après le public, le temps, il fait tout le temps beau, super. Cette 18e édition du FIS promet d'être pleine de sensations fortes.